bienvenue sur Contre Culture. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sont les nouveautés BD de ce mois de novembre. Ça a été encore un mois énorme avec beaucoup de sorties. J'ai failli encore faire 2 vidéos, mais finalement, j'ai décidé de n'en faire qu'une seule avec pas moins de 18 titres à vous présenter, donc bien chargé. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas, à la fin de cette vidéo, nous avons pas moins de 4 tirages au sort à faire pour vous faire gagner 2 exemplaires de Ténébreuse, un exemplaire de Complainte de la Lande perdue et un exemplaire du Molosse de Gutanabe. Donc voilà, du tirage au sort pour vous faire gagner des belles BD. Allez, on y va, on se lance dans cette sélection, alors très éclectique comme d'habitude. Il y en a vraiment pour tous les goûts, vous allez voir. On commence avec de la franco-belge et une série, le Château des Animaux, dont c'est le tome 3, La Nuit des Justes, c'est chez Casterman, de Delep et d'Horizon. Voilà, une magnifique série qui se finira avec le tome 4, Le Sang du Roi. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Château des Animaux, je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais c'est adapté librement du roman d'Orwell, La Ferme des Animaux, et on se retrouve avec des animaux qui sont plus ou moins tenus en esclavage par un taureau, Silvio, dont on voit la jeunesse un petit peu dans ces quelques planches, qui nous montre un peu comment il a été traité par le précédent dictateur de ce château. Et puis on va retrouver donc ce Silvio qui règne avec les chiens qui lui permettent de faire la loi dans ce château et exploiter les autres animaux. Et bien on voit Miss B et les autres animaux qui essayent de s'organiser pour faire une révolte, mais une révolte pacifique, sans violence. Donc il y a toute une critique de la société, et puis des relations que les puissants peuvent avoir avec les plus pauvres, l'asservissement de certaines classes. Donc c'est superbement dessiné, c'est extraordinaire, c'est plein d'idées politiques et de société, et on se régale avec les couleurs et les dessins. Voilà, avec d'Horizon, c'est toujours excellent, c'est toujours bon. Et voilà, par exemple, le dessin, et moi je trouve cette planche magnifique, on voit avec 4 planches, il arrive à faire le changement de saison. Et au fil des saisons et des couleurs, on va voir le quotidien de ces animaux qui se rebellent. Les traits sont vraiment hyper expressifs des animaux. Et on se régale. Voilà, c'est une très grande série. Le Château des Animaux, et le tome 3 est tout à fait du même niveau. Ça va se conclure en apothéose, et ça restera sûrement une des meilleures séries ces dernières années dans le franco-belge. Donc je vous le recommande absolument. On enchaîne avec une autre série qui est à peu près au même rythme, dont on est aussi au tome 3, Un putain de salopard, de Loisel et Pont, chez Rue de Sèvres. C'est le 3e tome, Guarajerai, ça se passe dans la jungle amazonienne. Ça aussi, c'est une excellente série de franco-belge. Vous avez un petit résumé des épisodes précédents au début, et puis on se retrouve plongé donc dans la jungle avec un jeune homme qui essaye de retrouver son père, et qui tombe effectivement sur des types plus louches les uns que les autres. On a aussi une bande de jeunes filles qui est là dans un dispensaire pour essayer de soigner des malades, et qui se retrouvent avec des voyous locaux pourchassés. Et tout ce beau monde se retrouve dans une sorte de course-poursuite au milieu de la jungle, où les uns vont essayer d'aider les autres, et ils vont tomber sur des types plus louches les uns que les autres, une espèce de chercheurs d'or, et donc voilà, c'est mené tambour battant, c'est très bien dessiné. Voilà, je veux pas trop spoiler l'histoire. Il y a une touche aussi de surnaturel, de magie dans cette jungle, avec un esprit d'une jeune fille qui a été tuée dans un accident d'avion, et dont on retrouve la carcasse. Et donc dans ce tome-là, il y a encore énormément d'action, d'aventure, et c'est vraiment très bien. Je sais pas en combien de tomes ils veulent aller exactement, mais à mon avis, ça devrait pas tarder à aller au bout. C'est très bien, Un putain de salopard. Voilà, ce sont 2 séries franco-belges que j'adore retrouver, et que j'ai vraiment plaisir à lire. Ensuite, chez Dracou, c'est le 1er tome d'une série en 2 tomes, de Pével et Willem. Alors ceux qui aiment les romans de fantasy vont tout de suite dresser l'oreille, puisque Pierre Pével, c'est un grand auteur français de fantasy, et il adapte maintenant avec Willem Le Paris des Merveilles. Il avait déjà fait une BD avec Willem, ça s'appelle Les Artilleuses, donc je pense que c'est eux qu'on voit ici sur cette page. Voilà, Pierre Pével qui a eu beaucoup de succès avec le Paris des Merveilles, les Enchantements d'Ambremer.
cette série qui se passe donc dans un Paris de type 1900 exposition universelle, mais avec de la magie, où on retrouve donc là un dessin un peu dans le style voilà, du franco-belge, type un peu Spirou, les choses comme ça, donc très très joli, dessiné, coloré, avec un côté magique, puisqu'en fait Paris peut maintenant communiquer avec un pays magique. Et donc c'est le Paris des merveilles. On retrouve donc un mage qui s'appelle Hippolyte Louis Denisard Hippolyte Griffon, et qui évolue donc pour résoudre des enquêtes. Ce mage, et donc on voit la tour Eiffel différente. Elle est faite avec de la magie, il y a des dragons, il y a des gobelins. Donc tout cet univers de fantasy se mélange à l'univers classique. Donc c'est vraiment très réussi ce style. Et puis on est embarqué dans une enquête où des objets magiques ont été dérobés et ne doivent pas se retrouver dans les mains du commun des mortels. Et donc ça va amener à une plus grande enquête avec des personnages. Voilà, c'est très sympa, c'est très bien dessiné, c'est joli, ça va vite, l'univers est sympa. Voilà, c'est très chouette. Et tous ceux qui auront aimé Pierre Pével et ses romans de fantasy peuvent s'y retrouver largement. Donc chez Dracou, Paris des merveilles. En plus, moi j'aime beaucoup le Paris 1900 et tout cet univers-là. Donc c'est vrai qu'avec la fantasy, ça touche deux choses que j'aime beaucoup. Ensuite, on est dans le polar chez Dargaud avec le deuxième et dernier tome de Noir Burlesque de l'excellent dessinateur Marini, qui s'y colle aussi au scénario. Et là, on est dans un noir et blanc avec des touches de couleurs par moment, de rouge, les femmes fatales. On est avec les bandits, les mafieux, les truands, dans l'Amérique des années 60. Donc voilà, ça flingue, voilà, c'est vraiment le film noir. Les voitures, voilà, le côté très film noir, et voilà, avec les femmes fatales magnifiques. Alors le dessin est à tomber par terre de Marini, mais ça, bon, on a l'habitude avec lui, hein, c'était le dessinateur du Scorpion, il a fait plein de magnifiques BD. Après, le scénario est plutôt classique, mais plutôt quand même solide. On retrouve tous les clichés du genre du roman noir, avec voilà le bel homme un petit peu voyou, rebelle, la femme fatale chanteuse, et puis voilà, un amour impossible, avec aussi pas mal d'action. Là, dans ce tome 2, ça va flinguer dans tous les sens. Et voilà, c'est généreux en termes de pagination, puisqu'il y a plus de 125 pages sur ce deuxième tome. Voilà, c'est vraiment un beau livre, et pour ceux qui aiment ces ambiances-là de polar, c'est vraiment très très bon, très très solide. Ensuite, pour ceux qui ont envie de partir un peu dans l'aventure, Toutankhamon, l'Odyssée d'Howard Carter, une bio d'Howard Carter et de sa découverte légendaire chez Les Arènes BD de Mallet et Marcel. Voilà, j'enlève le petit résumé. Voilà, l'Odyssée d'Howard Carter. On retrouve un dessin plutôt bien fait, plutôt intéressant, plus détaillé, voilà, comme on peut retrouver souvent dans les livres qui parlent d'histoire. Un dessin classique et détaillé, mais qui est bien, qui retranscrit bien l'incroyable découverte de ce tombeau de Toutankhamon par Howard Carter, et comment il en est arrivé là, avec le besoin de rechercher des financements, et puis l'histoire comme elle a été racontée, avec ce fameux tempérament d'Howard Carter assez ombrageux, qui ne se laisse pas faire, et qui défend sa découverte coûte que coûte, les relations qu'il faut avoir avec les locaux, les Français, et comment, voilà, tout ce qui s'est passé pour arriver à découvrir ce fameux tombeau. Et franchement, c'est intéressant pour ceux qui aiment l'Égypte et l'histoire. Il y a des beaux dessins, vous voyez, des belles doubles pages comme ça. On est bien dans l'aventure. Et puis, à la fin, ça ne gâche rien. Un petit cahier explicatif, un peu historique, voilà, sur Howard Carter. Donc voilà, c'est chouette, c'est chez Les Arènes BD, Toutankhamon. Je vous le recommande aussi, si vous aimez l'histoire.
On reste dans l'historique puisque là, on va se retrouver chez les Indiens et chez Pocahontas, la fameuse histoire de Pocahontas qui est adaptée par qui plus que Patrick Prugne pouvait s'y coller, chez Daniel Maguen. Voilà, Patrick Prugne, il est fasciné et il nous fascine aussi avec ses dessins magnifiques par les Indiens et l'Amérique. Là, on est au XVIIe siècle. Voilà, on est dans le Nouveau Monde. Et on retrouve ces fameuses styles aquarelles de Patrick Prugne, voilà, qui est toujours un peu dans ses couleurs et fait de superbes bandes dessinées. Donc forcément, il ne pouvait pas passer à côté de Pocahontas, donc la légende du capitaine Smith qui va tomber amoureux de cette princesse indienne. Voilà, puis avec ses personnages difficiles. Et il adore dessiner. Il avait fait aussi l'illustration du Dernier des Mohicans, voilà, il adore tout dessiner les Indiens et ces paysages, cette nature magnifique de ce nouveau monde. Voilà, typiquement le genre de planche que vous pouvez avoir. Bon, voilà, on n'est pas surpris, on n'est pas surpris par l'histoire, forcément, tout le monde la connaît un peu, mais c'est plutôt le côté graphique qui va faire plaisir et qui va embarquer le lecteur. Et à la fin, comme c'est souvent chez Daniel Maguen, un côté généreux au niveau des petits cahiers. Maintenant, ça devient de plus en plus. On a de beaux dessins et de beaux cahiers graphiques à la fin des éditions qui nous montrent le travail de recherche. Voilà, donc ça c'est chouette. C'est de plus en plus dans de belles éditions. Pocahontas. On reste chez les Indiens avec la suite de Go West, qui était une anthologie de dessinateurs d'histoire sur le Far West, chez Grand Angle, par Tiburce, le dessinateur et scénariste Tiburce Auger. Et bien là, il a fait le côté indien, Indians, l'ombre noire de l'homme blanc. C'est un tome 1, il y en aura sûrement d'autres, donc chez Grand Angle, où il a fait venir plein de dessinateurs. Alors il y a des dessinateurs comme Derib qui sont très célèbres, Gastine, on a Laufré bien sûr, Toulotte, voilà. Il y a plein de super dessinateurs. Et là, ce coup-ci, alors dans Go West, on suivait l'histoire d'une montre. Et bien là, on va suivre un peu l'histoire d'un aigle qui va faire le lien entre les différentes histoires. On commence avec Gastine, un vieil indien, un vieil homme, qui se retrouve en 1922 dans un cirque un peu itinérant, pour étant le plus vieux indien. Et puis on va repartir en 1540 avec des petites histoires. Donc c'est des histoires courtes à chaque fois, qui se lisent assez vite. Et on passe d'un dessinateur à l'autre avec une chronologie qui avance. Là, on est en 1610 et on va continuer la chronologie et suivre ces histoires d'Indiens au fil des scénaristes, des dessinateurs. Voilà, puisque c'est Tiburce Auger qui fait les scénarios. Et Mathieu Laufré, là, par exemple, vous voyez, qui fait Fer sacré en 1626. On retrouve son magnifique dessin, Mathieu Laufré. Ça fait plaisir de le retrouver. Voilà, des belles pages. Alors évidemment, les styles de dessin sont différents. Donc d'une histoire sur l'autre, on a des grands changements de dessin. Et voilà, toujours ce thème un peu qui fait le lien entre les... Mais si vous aimez les Indiens et le Far West, et si vous avez aimé Go West, voilà, je vous conseille forcément ce tome. Voilà, et c'est la mode, du coup, en ce moment, de ces livres, de ces BD, un peu anthologiques, qui font appel à plein de dessinateurs différents. Et donc, chez Phileas, on a aussi la sortie de Le Crime Parfait, qui est un peu sur le même thème. Voilà, du coup, là, on est sur le thème du polar, du crime, mais un peu comme de Go West ou Indians, on retrouve plein d'intervenants, de scénaristes, et comme Jess, que j'aime beaucoup comme dessinateur, voilà, et qui fait une histoire, et en fait c'est sur donc les crimes, les polars, les meurtres, et on a plein d'auteurs qui y passent avec des styles graphiques différents, avec des histoires très courtes. Voilà, donc Go West avait très bien marché, et donc je pense que ça a donné des idées à d'autres maisons d'édition, d'autres auteurs, de se dire, ah bah tiens, moi je ferais bien aussi quelque chose, tiens, sur le polar, ou sur des différents thèmes, pour regrouper dans une sorte de récit. Voilà, donc Le Crime Parfait, pour ceux qui aiment les polars et avoir des histoires courtes un peu différentes, avec quand même des noms aussi là, différents, plein d'auteurs différents, Chabouté, voilà, plein de noms connus. Et puis Mathieu Bablé, chez Label 619,
eh bien lui aussi s'y colle avec The Midnight Order. Donc voilà, avec une magnifique couverture, on est habitué chez le Label 619, vous me direz, mais là tout en dorure, l'objet est très très beau. Très 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 beau. Et là du coup on est dans du fantastique, dans un univers de sorcières avec de la magie. Il avait fait déjà des nouvelles là-dessus. Et donc du coup Mathieu Bablé il va lier avec son dessin et il va scénariser toutes les histoires et il va lier avec des propres dessins à lui l'histoire de Sheridan et Johnson qui sont deux chasseuses de sorcières. Il explique un peu ce qui se passe. Qui sont chargés de récupérer les sorcières déviantes et de protéger et d'éduquer celles qui savent gérer leur pouvoir. Et donc là, on se retrouve à différents endroits du globe avec eh bien, des petites histoires courtes, pareil, avec des dessinateurs différents, où on retrouve ces personnages, Sheridan et Johnson, dans une quête dans des affaires, on va dire, de l'étrange. Ouais, on trouve. Et donc du coup, il y a plein, c'est assez fourni, hein, il y a plein d'histoires différentes avec des styles graphiques très différents. Vous voyez, vraiment, on va sauter de style en style avec des personnages toujours qu'on retrouve d'une histoire à l'autre. Alors leur lead contre le Séraphin, qui est le roi des enfers. Voilà, plein de styles vraiment différents et une histoire qui est liée par Mathieu Bablé et aussi on a du texte avec des petites histoires qui enrichissent l'univers. Voilà, un très bel objet en tout cas, et puis pareil, ce côté un peu anthologique. Voilà, 3 sorties qui, pour moi, se ressemblent un peu. Ensuite, on va passer sur une bio de la musique de rock de Jimi Hendrix, Kiss the Sky, c'est chez qui Kiss the Sky? Chez Glénat, de Mezzo et Dupont. Voilà, là c'est en 2 tomes, et là c'est les premières années de 1942 à 1970, l'enfance et le début. Vraiment au tout début, il commence juste un peu à être célèbre sur ce premier tome, il commence juste à fréquenter dans des groupes, donc un noir et blanc, c'est du roman graphique, c'est une bio, un noir et blanc très descriptif, très chargé, avec des cases où il se passe plein de choses, très dessiné, ça fait vraiment penser au roman graphique américain, voilà, il y a énormément de dessins, d'informations à l'écran, mais c'est bien, c'est chouette, il y a plein d'anecdotes sur la vie de Jimi Hendrix. Voilà, moi je ne connaissais pas du tout son histoire. Voilà, et donc là, son enfance avec ses parents qui sont assez difficiles, la pauvreté, il va dans l'armée, voilà, son imaginaire, son début avec la guitare, et puis les difficultés qu'il a puisqu'il se les fait tout le temps, il les perd tout le temps, il se fait tout le temps voler. Voilà, il se fait virer de partout parce qu'il est toujours en retard. Voilà, il a vraiment galéré, mais il était fou de musique, ça transpire, on voit la passion qu'il a pour la musique et pour les filles et pour cette époque. Voilà, donc c'est très bien retranscrit. Franchement, un très beau noir et blanc, très détaillé, très beau dessin. Pour ceux qui aiment le noir et blanc, alors là vous êtes servis. C'est vraiment un gros boulot qu'ils ont fait sur la vie de Jimi Hendrix. Un bel objet en plus qui va bien. Donc voilà, franchement, une bonne bio. Il y aura un 2e tome pour finir l'histoire des années où il est célèbre. On change complètement d'univers. Vous voyez, on passe du coq à l'âne, on passe chez 404 Comics, chez We Live, 2e tome, l'ère des Palladions, des Miranda Brothers. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait l'éloge du 1er tome des Miranda Brothers. C'était du post-apocalyptique où on suivait le parcours de 2 enfants, Ototo et Tala. Et à la fin de ce 1er tome, qui était du post-apocalyptique, changement de ton complet, puisque Ototo et Tala, ces 2 enfants qui essayaient d'échapper à cet univers où la nature s'était rebellée contre les hommes et toute l'humanité était en train de disparaître. Ils avaient des bracelets au poignet et ils essayaient de survivre. Il y avait, je crois, 5000 bracelets qui avaient été donnés. Et donc 5000 enfants qu'on pouvait sauver, qui allaient partir dans l'espace pour être sauvés de l'extinction de la planète par des êtres qui avaient envoyé ces bracelets. Eh bien, il y avait toute une histoire et du coup, à la fin de ce tome, eh bien, on se retrouvait avec l'arrivée de super-héros, les Palladions, qui arrivent finalement pour sauver l'humanité. Et donc ces Palladions sont des super-héros de comics avec des super-pouvoirs. Et là, on se retrouve 6 ans plus tard
Et l'humanité a énormément de mal à survivre, les attaques de ces créatures sont de plus en plus puissantes, et du coup, l'humanité est au bord du gouffre, les villes ont des boucliers qui ne tiennent plus, les super-héros sont épuisés, il y a des tempêtes, il y a des attaques permanentes, et donc le monde est ravagé par ces combats. Et du coup, certains survivants vont essayer de quitter la mégalopole pour essayer de trouver les autres villes et pour voir comment ça se passe dans les autres villes. Il y a toujours des flashbacks dans le passé et puis qui explorent un peu les choses. Le ton est totalement différent que dans le premier tome. Voilà, rupture complète des Miranda Brothers qui passe vraiment sur un tome de super-héros et de combats. On se retrouve un peu dans l'univers avec des créatures type Pacific Rim gigantesques où ça se bat dans tous les sens. Voilà, c'est vraiment différent. Ototo et Thaler ont beaucoup grandi maintenant. Voilà, ils sont ados adultes et c'est complètement différent comme livre, mais il y a toujours un ton assez particulier chez les Miranda qui est intéressant à suivre. Et j'ai trouvé que pour ceux qui aiment les comics, les super-héros, c'était pas mal du tout. Et je pense que le troisième tome sera encore différent. Il change vraiment de registre à chaque fois en suivant ces personnages. C'est étonnant comme série, c'est assez original. Ensuite, un gros pavé qui était très attendu, d'Emmanuel Lepage, Cache-Cache Bâton, chez Futuropolis. Alors, quand je vous dis que là, il y a quand même... C'est du costaud, ça coûte une trentaine d'euros. Il y a 300 pages. 300 pages, c'est Emmanuel Lepage, il avait fait Armen, il avait fait plein de très beaux livres, il a un dessin magnifique, et là, il a décidé de plonger dans son enfance, entre 5 et 9 ans, voilà, il a vécu en Bretagne, dans une communauté, et il en a des souvenirs incroyables. Et donc là, il va nous faire plonger dans sa vie, littéralement. C'est une bio, puisqu'il va retrouver ses parents, les amis de ses parents, et il va les interroger. C'est une véritable enquête qui va mener sur son passé. Il va essayer de voir, de revivre. Alors il y a des pages en noir et blanc, il y a des pages en couleur sur la nature. Voilà, c'est assez les couleurs elles s'alternent beaucoup, et en fait il va aller retrouver les parents, les amis de ses parents, les connaissances, et il va se plonger dans leur passé pour expliquer un petit peu comment ils en sont arrivés là et comment ils ont eu cette idée de vivre en communauté. Lui, il est très attiré par cette idée de communautarisme, de vivre tous ensemble, sans barrière, et il va nous faire partager le passé de ses parents. Il va revenir là-dessus avec cette idée en tête de vie communautaire de ces années-là, des 60, les années 70, où il y avait un peu ce côté, et puis on voit un peu le côté historique en filigrane des années mai 68 et tout ça. Et puis après, il va nous parler de son enfance à lui, de ses souvenirs d'enfance, de ses enfants, de sa vie. Donc c'est très personnel. Il y a énormément de réflexions sur la religion, puisqu'à l'époque la religion était vraiment importante. En France, du moins, le scoutisme aussi, tout ce que les gens vivaient à cette époque-là, le côté des communautés qui pouvaient se créer en Bretagne autour de la religion et de ces idéaux de l'époque. C'est toute une époque qui est résumée, et tous ces souvenirs d'enfance. C'est très bien dessiné, bien sûr, c'est très beau, et c'est très touchant, bien sûr, parce que c'est vraiment du vécu et toute une période de sa vie. Puis c'est une réflexion intéressante sur nos vies et sur les choix qu'on peut faire, et si ça fonctionne, cette vie en communauté, cette vie avec les autres. Donc Cache-Cache Bâton d'Emmanuel Lepage, très très solide, bien sûr, c'était attendu chez Futuropolis. Ensuite, une adaptation d'un livre de science-fiction d'Aldous Huxley par Fred Fordham, le meilleur des mondes chez Phileas, qui s'est spécialisé dans les adaptations de romans, et c'est une très bonne idée parce que moi je trouve que c'est le meilleur matériau à chaque fois, les romans. Et là, on a une société
qui est censée être parfaite, futuriste. On est un peu voilà, dans le style 1984, mais version un peu hédoniste, puisque ces gens-là, finalement, ces enfants sont élevés dans des incubateurs, voilà, ils ne sont plus enfantés. Les gens non plus, il n'y a plus de couple, il n'y a plus de cellules familiales. Voilà, les enfants sont dès leur jeune âge un peu torturés de façon à ce qu'il n'y ait plus de lien d'affection les uns aux autres. Donc ils vivent un peu chacun leur vie de leur côté, ils sont dépendants, on leur met voilà, des choses dans la tête pour que ils aiment ci ou ils aiment pas ça, ils aient tout un style de vie, ils sont pas certains à être drogués pour être euphoriques et pour être bien, à changer de partenaire en permanence. Voilà, c'est un monde totalement différent du nôtre, mais crédible et très bien fait, très bien enseigné. Le dessin est très sympa. Voilà, on voit ce monde. Alors si vous aimez voilà, les uchronies ou les futurs dystopiques, des choses comme ça, là vous avez vraiment un bouquin qui va vous plaire. Voilà, en un seul tome, l'histoire complète. Bien écrite, et puis donc ces personnages vont découvrir dans les réserves des gens qui vivent vraiment comme nous on pouvait vivre, c'est-à-dire en vieillissant, parce qu'eux ils ne vieillissent plus, en étant enfantés, en ayant des enfants, et donc du coup ils découvrent, ils vivent un peu comme des sauvages, les gens qui vivaient comme avant, et on va en ramener un dans la civilisation actuelle, donc il va complètement halluciner quand il va voir tout ça. Donc le meilleur des mondes, c'est très sympa, de Fred Fordham, voilà, bonne pioche. Ensuite, encore une adaptation de roman, La disparition de Joseph Mengele, chez Les Arènes BD, d'Olivier Guèze, adapté par Mads, qui est bien connu, pensez au serpent et au coyote, et Georges Maillet. Donc l'adaptation de ce roman sur, vous voyez, d'Olivier Guèze. Le scénario c'est Mads qui s'y est collé, et donc du coup on va retrouver dans un style un peu roman graphique, vous voyez le style un peu, c'est plutôt joli, moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé les couleurs, la vie de ce criminel nazi, le fameux docteur Mengele, qui a fait les choses les plus atroces dans les camps de concentration, voilà, en s'amusant à tester sur des juifs, faire les expériences les plus abominables, donc vraiment un des plus grands monstres que la Terre ait porté. Mais le livre ne va pas tellement s'attacher à ses exactions, il va plutôt s'attacher à son parcours, puisqu'il s'est échappé de ses camps de concentration, et il va s'enfuir en Amérique du Sud, à Buenos Aires, en juin 1949. On va suivre un peu tout son périple en Amérique du Sud, pour se cacher. Il y a beaucoup de criminels nazis à cette époque-là qui étaient partis se réfugier dans ces pays-là, et donc il va trouver toute une confrérie d'anciens disciples nazis, et donc du coup ils vont s'entraider, et en fait c'est leur vie, comment ils vont essayer de survivre et finalement petit à petit disparaître et se noyer dans l'oubli et dans la misère. Donc il y a un rythme un peu lent et un peu triste de cette vie, voilà, de ces gens qui essayent encore de survivre, mais qui ne supportent pas finalement cette condition de déchéance et de pauvreté, d'être obligés de se cacher parce qu'ils sont poursuivis évidemment par plein de monde, et en particulier par Israël qui veut tuer ces anciens nazis. Donc voilà, et donc du coup c'est vraiment une bonne histoire, bien racontée, intéressante. Il y a peu d'action, on parle finalement peu de ce qui s'est passé dans les concentrations, mais c'est plutôt voilà, l'après-guerre et ce côté un peu pitoyable de ces nazis qui essayent de survivre coûte que coûte. Ensuite, encore une adaptation de roman, vous voyez, j'ai eu pas mal de choses chez Les Arènes BD, encore. Shibumi, de Pat Perna, que vous avez vu dans Valhalla Hotel, et Jean-Baptiste Eustache, d'après le roman culte de Tréviennant. Donc Tréviennant, c'était un auteur un peu inconnu, on ne savait pas qui c'était, au fur et à mesure des années on a fini par trouver qui c'était, mais c'était un romancier un peu étrange et mystérieux qui a vendu énormément de livres d'espionnage. Et là, dans Shibumi, on va retrouver l'attentat dans les années 72 des JO de Munich,
Voilà, le fameux, ça s'appelait voilà, les Palestiniens, voilà, des attentats de Munich, qui voilà, montent des coups. Et puis on va retrouver, alors c'est une histoire assez complexe, où se mêlent les services secrets, euh, la CIA qui essaye de jouer un peu double jeu avec ces terroristes. On se retrouve à suivre une jeune terroriste qui se retrouve dans le Pays Basque, à la recherche d'un mystérieux personnage qui s'appelle Nicolas L. Et qui est un étonnant agent double, voire triple, voilà, qui est une sorte de mercenaire. Et ce Nicolas L, dont on va suivre un petit peu l'histoire qui va nous être racontée, comment il est devenu ce qu'il est. Voilà, il a été au Japon, il est devenu joueur de Go, il a été emprisonné pendant des années. Voilà, c'est un personnage très pittoresque et qui se retrouve finalement à être dans le Pays Basque et dans un château avec une sorte de concubine qui est avec elle, et il va être amené à essayer d'aider cette jeune fille, tout en étant visé par la CIA qui essaye de se venger de lui, d'une autre affaire. Et donc il y a toute une histoire qui est en un tome, hein, d'espionnage. Alors si le dessin vous plaît, et ben l'histoire est très sympa. Franchement, il y a côté roman graphique dans le dessin. L'histoire est très sympa et c'est une bonne histoire. Vraiment Shibumi avec un personnage étonnant. Voilà, j'essaie de pas trop déflorer le. Et puis c'est un bel objet parce qu'il y a quand même ouais, plus de 200 pages, un grand format, une trentaine d'euros. Voilà, histoire complète aux arènes BD. Ensuite, encore une adaptation de roman, moi j'aime beaucoup, et puis ce mois-ci j'en ai lu pas mal, chez Sarbacane, Colorado Train, d'après le roman de Thibaut Vermeau, d'Alex W. Inker. Un noir et blanc, voilà, on se retrouve on se retrouve aux États-Unis, on a de la musique, un titre de musique à chaque chapitre. Et alors je vous dis pas les titres de musique, il y a du Green Day, il y a du Deftones, il y a du Alice in Chains, il y a que du lourd. Je me suis fait une playlist du coup avec chaque titre de chapitre que vous pouvez mettre pendant que vous lisez la BD. C'est du régal. Et donc on est un peu dans l'univers Stephen King. On retrouve une bande de jeunes qui sont un peu dans cette Amérique des années 90, un peu paumés, des skaters qui traînent, qui se font emmerder par d'autres gamins. Voilà, on pourrait être dans un côté un peu Stephen King, un peu Goonies, sauf que ça va devenir vite beaucoup plus dur et mature, puisque ce jeune homme qui embête ces jeunes gens va se retrouver mort. Et voilà, on a du The Cure, on a vraiment une playlist incroyable. Ce jeune homme va se retrouver mort, complètement découpé, et donc qui a fait le crime. Et donc ces jeunes gens qui sont tous un peu paumés, au milieu de ces trains qui passent, vont se mettre sur la piste de l'enquête de ce tueur. Et franchement, c'est super prenant et super réussi, avec un noir et blanc très descriptif. Et puis voilà, chaque chapitre a un nouveau titre de musique. Voilà, et franchement c'est top. Il y a du Nirvana, il y a tout ce qu'il faut, on sent vraiment l'esprit rock. Et ce roman est vraiment très très bien adapté, donc de ces jeunes qui vont se retrouver sur la piste d'un tueur en série, et avec les conséquences que ça peut avoir. Il y a combien il y a de pages à peu près, 230 pages. Voilà, très très solide. Colorado Train, une des meilleures BD de ce mois-ci, dans les 3 premières BD de ce mois-ci. Donc voilà, vous voyez, j'ai beaucoup aimé cette adaptation, et je pense que le roman doit être très sympa aussi, que je n'ai pas lu. Et puis, j'ai hésité entre les 2 premières, elles sont très très bonnes. Et finalement, j'ai mis Okahei en 2e position de Neyef, la magnifique BD du label 619, qui sont en train à chaque fois qu'ils font une BD, elle est magnifique, elle est parfaite, et elles ne sont pas excessives. En plus, 22,90 € pour ce très beau livre. Et donc là, Neyef, il va nous plonger dans l'Ouest américain, avec une histoire incroyable, où l'on suit
un jeune enfant, un jeune Indien qui est recueilli par les Blancs et évangélisé. Et ce jeune Indien va être plus ou moins enlevé par une bande de hors-la-loi, composée de deux Indiens et d'un Irlandais. Et voilà, on a des très beaux dessins avec des éclairages aussi très sympas. Je vais essayer de ne pas vous spoiler trop l'histoire, tout en vous montrant des pages. Et donc du coup, voilà, cette équipe de ces trois personnages et ce jeune enfant est à la recherche d'un personnage qui a tué le père d'un des Indiens. Donc du coup, voilà, une sorte de quête de vengeance. Et ils sont poursuivis par un chasseur de primes qui est sur leur route tout du long. Et donc voilà, on retrouve un peu tout l'Ouest, hein, les bars, les saloons, les grands espaces, les forêts, les flingues, les combats. C'est un peu une quête initiatique aussi, puisque ce jeune homme, ce jeune Indien va être s'attacher à ces personnages et va les suivre dans cette aventure et renouer avec ses racines indiennes. Donc il y a voilà, toute une aventure, en sachant que le scénario, franchement, est très bon, voilà, est très bon, et sur une durée assez longue. Et c'est une histoire de vengeance finalement. Hokahei, ce cri des Indiens, ça veut dire en avant, voilà. Et c'est vraiment une réussite, surtout dessin et scénario sont très très bons, et l'objet est très très beau. Donc forcément, quand vous avez tout qui va bien, bah, ça fait voilà, une des meilleures BD de l'année, donc voilà, qui se retrouvera forcément, sûrement dans les classements de fin d'année. Encore une fois, tous les signaux sont ouverts pour Hokahei. Et puis, le coup de cœur de ce mois-ci, voilà, j'ai hésité, mais j'ai trouvé emballant ce 1629, forcément, quand on retrouve Xavier Dorizon au scénario et Timothée Montaigne au dessin, on pouvait ne se douter que ce serait que du bon. 1629, où l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, donc une histoire inspirée, mais romancée, les auteurs le disent bien au début, d'une histoire vraie, chez Glénat, avec une nouvelle fois une superbe couverture dorée, voilà, un bel objet, avec un marque-page, un grand format, ouais, le livre est grand et beau, costaud, une belle présentation. Alors par contre le prix y est, puisque c'est quand même 35 €, donc c'est assez cher pour un livre et pour une belle BD, mais ça vaut le coup. Voilà, avec une mise en page et en image, avec des cartes, on est vraiment dans l'esprit de ce navire hollandais qui faisait donc, on voit son trajet, qu'il aurait dû faire ça, et puis en fait il a fait un trajet bien différent, de ces magnifiques dessins de Timothée Montaigne. On est dans l'esprit de Mathieu Laufrey, souvenez-vous de Long John Silver. Voilà, on a des super, donc ça commence par, on retrouve un massacre de corps. Voilà, ce Jakarta a été maudit et ça s'est très mal terminé. C'est un des cas où il y a eu le plus de morts dans l'histoire de la navigation. Et donc on va repartir au début avec le pourquoi du comment. Ces navires hollandais de commerce où en fait finalement ils faisaient du profit, et donc du coup les marins, les matelots déjà c'était souvent des bandits, des criminels, des gens qui étaient voilà, qui n'avaient pas d'autre choix que d'être enrôlés, et puis ils étaient sur des bateaux dans des conditions effroyables, ils n'avaient pas à manger, ils étaient dans des conditions sanitaires et de propreté invivables. Et donc vous voyez, il y a un magnifique découpage. Le dessin, il est vraiment superbe. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on est dans l'ambiance à fond. C'est très très beau. C'est très très beau. Le scénario est très costaud. Les personnages sont bien incarnés. Voilà, on a des belles présentations de chapitres. Voilà, l'histoire est prenante. Non, franchement, voilà. Donc cette jeune femme qui s'embarque dans cette traversée pour rejoindre son mari qui a perdu 3 enfants, la pauvre, et qui est obligée d'aller retrouver son mari dans les Indes, va se lier d'amitié avec un matelot. Et puis on a des personnages qui sont beaucoup plus sombres et noirs, comme le commandant de ce vaisseau, le capitaine, et puis
un drôle de personnage un peu machiavélique qui essaye de tirer les ficelles, et qui va essayer de monter une mutinerie pour récupérer les coffres d'or qui sont sur ce bateau. Donc deux clans qui vont s'affronter pour survivre sur ce bateau, et voilà, vraiment. Bon, je pense que vous en avez vu suffisamment. C'est très très beau, c'est très très bien dessiné. Les couleurs sont superbes. Voilà, on a vraiment de la BD super solide. Pour une histoire prévue donc en 2 tomes. Voilà, c'est très très chouette, c'est très très beau. Et c'est la BD du mois, du coup, je vous la recommande. Voilà, si vous aimez un peu les histoires de bateaux, les BD historiques, et puis les grands scénarios et les grands dessins. Voilà. 1629, j'en attendais beaucoup et je n'ai pas été du tout déçu. Alors, je me recule un petit peu parce que maintenant, je vais faire le tirage au sort. Les tirages au sort. Alors, attention. On commence par le premier concours que j'avais organisé, le concours Ténébreuse. Donc, pas moins de 2 exemplaires à gagner. Donc, je vais tirer 2 noms. Bien sûr, les vainqueurs, il faudra m'envoyer par mail sur le compte renvoi blog, le mail, c'est indiqué, votre adresse, et puis je vous enverrai bien sûr par la poste la BD du mois. Donc on commence pour le 2e tome de ce Ténébreuse de Malier Hubert chez Air Libre, super BD de fantasy. Donc je touille, je ne sais pas si on... Je vais quand même montrer que je ne triche pas, je touille les noms, voilà, et j'en prends un au hasard. C'est Balder 974 qui gagne le premier exemplaire. On va le mettre là. Voilà, bravo à lui, Balder 974. Et puis le deuxième, je pioche, c'est Jean-François Pavé qui a gagné, ou Pave, je ne sais pas comment ça se prononce. Voilà, félicitations à lui. Donc là, nous avons les 2 tomes de Ténébreuse. Je pose et je prends un autre chapeau, le chapeau du Père Noël, pour tirer Complainte de la lande perdue, et après le Molosse, il est encore tout neuf, tout empaqueté, le Molosse. Alors, pareil, donc j'ai mis les noms des participants, et là-dedans, des petits papiers à ce tirage. Je touille. Allez, le premier, donc Complainte de la lande perdue, ce sera pour Camille is Coming. Voilà, félicitations. Et puis, le très attendu Molosse de Gutanabe, les chefs-d'œuvre de Gutanabe, ça c'était un manga sur Lovecraft qui est absolument extraordinaire. Je pense que ça va faire un heureux, j'espère du moins. Et donc c'est Ayles, A-Y-L-E-S, qui a gagné cette BD. Donc félicitations, bravo à Ayles. Et voilà, les 4 vainqueurs de ces tirages. Donc je vous enverrai rapidement, c'est une fois que vous m'aurez contacté, bien sûr, c'est présent. Voilà, c'est cadeau. Et bien voilà, donc un gros mois, encore une fois, de BD, voilà, énormément de choses, beaucoup de sorties. Voilà, c'était un gros mois de lecture. Je pense que là, l'essentiel est sorti. Je pense que le mois de décembre sera un peu plus calme, parce que là, normalement, il est dans les rayons pour les gens font leurs achats de Noël. Donc voilà, je pense qu'il y aura encore pas mal de choses à vous présenter pour le mois de décembre. Et puis après, fin décembre, début janvier, il y aura le bilan de l'année avec les meilleurs BD, les meilleurs romans, voilà, toutes les œuvres qui m'ont le plus plu de l'année. Voilà, à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Contre Culture. Au revoir.